Nous proposons ici une formation VBA Excel en 2 volets. L'objectif à l'issue sera de pouvoir proposer une saisie intuitive semi-automatique par le biais d'un moteur de recherche directement implanté sur la feuille Excel. Et comme vous le remarquez dans cet exemple, au fur et à mesure que l'utilisateur tape des caractères, les choix et les propositions s'affinent pour proposer uniquement les propositions les plus pertinentes et remarquez qu'au clic sur l'une d'entre elles sont restitués tous les résultats correspondants. Pour cela donc, nous allons parcourir l'ensemble des fichiers qui consistent en une base de connaissances et qui sont situés dans un sous-dossier cache de l'application. Ils ont été construits et consolidés par un code serveur en fonction des requêtes les plus fréquemment réalisées par des internautes par le biais d'un moteur de recherche d'un site internet, précisément ici en l'occurrence du site bombage.fr. Et vous remarquez que ces petits fichiers de base de connaissances encapsulent déjà le code HTML prêt à être restitué pour réduire les temps de réponse, mais aussi soulager le serveur et éviter le spam qui pourrait être réalisé par des robots taquins. Mais avant cela, et donc il s'agit du premier volet de cette formation VBA Excel, nous proposons d'être en capacité de parcourir l'ensemble de ces fichiers de base de connaissances pour pouvoir les récolter, découper leur information si elle est utile pour les restituer sur la feuille Excel, mais surtout à l'issue être en mesure, là aussi dans un autre sous-dossier de l'application, produire deux petits fichiers externes consistant en une concaténation de ces mots-clés afin de les offrir à notre code VBA ou client ensuite qui se chargera sur la base de cet enchaînement de faire la proposition des choix pertinents, saisie semi-automatique. Donc constatez que l'extension du second fichier est JS, c'est-à-dire un fichier de script pour que nous puissions l'utiliser pour nos pages web à venir. Pour ce faire donc, et comme toujours, je vous propose de débuter depuis un classeur source existant sur lequel, bien entendu, le code à ce stade, comme vous le constatez, est inopérant. Lorsque, depuis le site Bombash, vous aurez téléchargé ces sources et que vous les aurez décompressées, vous obtiendrez bien le classeur à la racine accompagné de ces deux sous-dossiers, dont le sous-dossier cache qui propose tous ces fichiers de base de connaissances à partir desquels nous allons donc devoir travailler. Comme je vous le disais dans un premier temps, donc ce premier volet, nous souhaitons cliquer sur le bouton récolter, qui est un contrôle ActiveX, et bien parcourir l'ensemble de ces fichiers et puis récolter les informations qu'il contient, comme par exemple sa taille en kilos ou encore le nombre de résultats selon les balises HTML qu'il renferme. Il va bien falloir donc que nous soyons capables de découper l'information. Pour associer un code à un contrôle ActiveX, nous pouvons passer par le ruban développeur. Souvenez-vous, le ruban développeur, nous avions montré comment l'afficher s'il n'est pas présent sur votre interface, grâce à la toute première formation qui permettait de débuter la programmation en VBA Excel. Nous basculons en mode création, si bien que nous pouvons directement double-cliquer sur notre bouton, et cette action a pour effet de nous basculer dans l'éditeur de code VBA Excel, précisément entre les bornes de la procédure récolter-clic, soit le code qui se déclenchera au clic sur le bouton récolter, qui est d'ailleurs écrit dans la feuille consolidation. La première chose, avant de nous attarder sur le principe qui consistera à récupérer toutes ces informations, première chose que nous devons faire est de purger les potentielles précédentes extractions si elles existent. Nous devons donc passer en revue à partir de la ligne 5 l'ensemble des cellules pour voir si leur contenu est non vide. S'il est non vide, eh bien, nous devons les purger. Et pour ce faire, par esprit de structure, je vous propose que nous développions ces codes dans deux procédures indépendantes que nous allons nommer nettoyer et traiter cache. Bien qu'elles n'existent pas encore, rien ne nous empêche de les appeler tant que, pour l'instant, effectivement, nous n'exécutons pas le code. Et dans la foulée, je vous propose, par le biais du petit dossier module, dans lequel figure déjà un petit module pour une page de code qui va nous permettre de développer ces procédures, et bien tout simplement de créer les bornes de ces procédures qui vont servir justement à, dans un premier temps, nettoyer la feuille et dans un deuxième temps, parcourir l'ensemble de ces fichiers de base de connaissances afin d'en extraire
le contenu pour pouvoir le restituer et construire ces petits fichiers au final qui permettront cette saisie automatique, en tout cas de la faciliter. Nous allons commencer donc, puisque désormais ces deux procédures sont créées et nous savons qu'elles sont appelées au clic sur le bouton récolter, par nous soucier de la procédure qui va permettre de nettoyer la feuille consolidation à partir de la ligne 5 si d'aventure il y avait déjà des extractions précédentes. Pour cela, nous allons commencer comme toujours par déclarer les variables nécessaires au traitement en commençant fort logiquement par une variable que nous nommons ligne explicitement, que nous typons comme un entier afin de parcourir les lignes de la feuille et pour ces lignes une variable colonne que nous typons comme un entier là aussi afin de parcourir pour une ligne plusieurs colonnes. Nous connaissons le point de départ pour ce traitement, il s'agit de la ligne 5 comme nous l'avons montré dans la petite démonstration sur la feuille consolidation, car à partir de la ligne 5, si la cellule en colonne B, c'est-à-dire à l'indice 2 n'est pas vide, eh bien nous devons tout simplement supprimer son contenu, mais pas seulement pour la colonne B, comme vous le constatez, pour la colonne C et la colonne D, qui lui sont associés, soit pour les indices 2, 3 et 4. Nous enclenchons donc une boucle de traitement récursif que nous avons utilisé à maintes reprises dans nos formations VBA Excel, qui consiste à réaliser un traitement tant qu'un critère est vrai, en l'occurrence, qui consiste à vérifier si le contenu de la cellule pour la ligne en cours, donc variable ligne, et colonne 2, puisque nous nous basons sur la colonne B, son contenu, donc propriété value, comme nous l'avons vu là encore à de nombreuses reprises, n'est pas vide, différente de guillemets. Et puis tout de suite, nous allons bien penser à borner notre boucle de traitement pour éviter les oublis et donc des erreurs de code. À l'intérieur de ce traitement, si ce critère est vrai, justifiant donc que la cellule n'est pas vide, eh bien c'est l'ensemble des cellules pour les colonnes B, C et D de la ligne que nous devons purger. C'est la raison pour laquelle, à l'intérieur de cette boucle while, qui va continuer de s'exécuter tant que le critère est vrai, eh bien nous imbriquons une boucle dont les bornes cette fois-ci sont définies, variant de 2 à 4 pour l'indice colonne, permettant bien précisément de purger, de réinitialiser le contenu de chacune des cellules que nous désignons grâce à l'objet cells pour la ligne en cours, variable ligne, et pour la colonne en cours, pour chaque ligne que nous passons en revue, variable colonne. Nous accédons à son contenu par la propriété value que nous affectons cette fois-ci, ou plutôt que nous réaffectons à vide pour la réinitialiser, car nous avions décelé que cette ligne n'était pas vide. Et surtout, pour ne pas risquer d'exécuter une boucle infinie, comme nous initialisons notre critère sur la variable ligne, qui vaut toujours 5 à ce stade, et bien lorsque nous avons fini le traitement d'une ligne, nous ne devons pas oublier de passer le critère sur la ligne suivante en incrémentant notre variable. Et à ce stade, nous pourrions déjà réaliser un petit test, puisque je vous rappelle que nous avions commencé par appeler ces procédures qui n'existaient pas encore, mais désormais elles existent. Et bien que Traité Cache ne propose pas de code, il ne se produira rien. En revanche, la procédure nettoyée quant à elle devrait effectivement s'exécuter et purger la feuille si des saisies étaient présentes. Pour cela, nous allons justement inscrire des valeurs arbitraires dans un nombre de cellules variables de la feuille en commençant bien sûr de la ligne 5 et de la colonne B, et nous allons cliquer sur notre bouton récolter, mais comme vous le constatez, c'est toujours la flèche à 4 branches qui est proposée, car nous sommes en mode création, que nous désactivons en cliquant sur le bouton mode création du ruban développeur. Et puis, nous cliquons sur notre bouton récolter pour constater qu'à ce stade, c'est parfait, notre feuille est purgée, elle est donc prête à accueillir les résultats des extractions que nous devons produire suite justement au traitement des fichiers de base de connaissances qui sont situés dans le sous-dossier cache. Nous rebasculons donc dans notre éditeur de code, par exemple par le raccourci clavier Alt F11, et il s'agit désormais de pouvoir concentrer nos efforts sur la deuxième procédure qui est appelée au clic, la procédure traité cache, qui doit se charger, entre autres, de parcourir tous les fichiers contenus dans le sous-dossier cache, mais aussi de récupérer leur contenu pour découper l'information. Nous allons donc commencer par déclarer, comme toujours, les variables nécessaires au traitement. Bien sûr, une variable
nom dossier typé comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, est forcément nécessaire afin de pouvoir stocker et fournir le chemin d'accès complet au fichier que nous allons scruter. Et comme nous avons besoin d'accéder aux propriétés de ces fichiers, comme nous l'avions vu dans certaines formations et VBA Access et VBA Excel, nous avons besoin d'un fichier que nous typons comme un object, une variable objet, qui sera instancié à la volée afin d'hériter des propriétés et méthodes nécessaires pour piloter justement l'ensemble des fichiers que nous allons parcourir. Et comme vous allez le voir, nous avons besoin aussi d'un enchaînement de variables que nous nommons arbitrairement mais judicieusement le dossier. Chaque fichier, il porte bien son nom, il va nous permettre tout simplement de parcourir ou plutôt de pointer sur chacun des fichiers parcourus pendant la boucle de traitement. Et nous allons aussi en profiter pour déclarer, vous allez voir que c'est utile, une variable que nous nommons flux lecture car nous allons accéder cette fois-ci au contenu des fichiers avec une méthode peu usuelle qui va nous permettre de respecter l'encodage UTF-8 pour qu'il n'y ait pas de problème d'accent dans la reconnaissance des caractères sur lesquels nous souhaitons poser des tests. Nous avons encore besoin de nos variables lignes, entre autres, pour pouvoir parcourir les lignes de la feuille, mais aussi d'une variable que nous nommons expression et que nous typons cette fois-ci comme un string, qui va permettre tout simplement tour à tour de savoir si les mots-clés que nous sommes en train de traiter ont déjà été traités, car il peut y avoir des redondances, et auquel cas il ne faudra pas les ajouter dans le flux des propositions qui seront soumises à l'utilisateur. Nous avons aussi besoin d'autres variables. La première que nous allons nommer, alors j'oublie d'écrire le nom en commentant, effectivement ces fautes se multiplient assez facilement, que nous nommons mémoire, sans accent bien sûr, comme une chaîne de caractères, ainsi que, et nous arrivons à la fin de nos déclarations de variables, une autre variable que nous nommons le fichier astring, qui permettra de pointer sur le fichier que nous sommes en train d'étudier, et pour pouvoir traiter le contenu de chacun de ces fichiers, puisque nous avons bien dit que nous souhaitions les proposer seulement si l'information qu'ils décelaient, qu'ils recelaient était pertinente, car dans certains cas, il y a des fichiers de cache qui sont proposés pour éviter que, effectivement, le serveur recalcule à chaque demande, mais qui en réalité indique à l'internaute que cette demande ne produit aucun résultat. Et donc, si aucun résultat n'est proposé face à ce mot-clé, eh bien nous le proposerons forcément pas dans les choix pertinents à l'issue de la saisie semi-automatique. Et enfin, nous allons déclarer une dernière variable que nous nommons ligne texte. Vous allez comprendre l'intérêt de toutes ces variables au fur et à mesure du développement. Tout d'abord, et pour commencer, la première d'entre elles, ici, mon dossier que nous allons affecter de manière à pouvoir mémoriser le chemin d'accès complet au dossier dans lequel se trouvent tous ces fichiers de base de connaissances. Notez ici l'utilisation en en-tête de la feuille de code de l'instruction option explicite afin de nous imposer la déclaration de toutes les variables que nous allons utiliser. Souvenez-vous, VBA Excel propose un objet qui se nomme ThisWorkbook, auquel est associée une propriété path qui désigne tout simplement le chemin d'accès complet au dossier de l'application en cours. En d'autres termes, de notre classeur Excel. Et comme je vous le disais, notre sous-dossier cache est situé dans le répertoire de cette application. Donc, nous concaténons ce chemin retourné par la propriété path de cet objet ThisWorkbook à, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une partie statique, notre sous-dossier cache, sans oublier bien sûr l'anti-slash pour pouvoir désigner ces sous-dossiers dans lesquels nous entrons. Cache donc. Nous allons initialiser notre variable ligne à 5, puisque souvenez-vous, il s'agit de la première ligne à partir de laquelle nous souhaitons écrire si nous avons des informations pertinentes à proposer. Il s'agit ensuite d'instancier les classes qui vont nous permettre de piloter l'ensemble des fichiers contenus dans le sous-dossier cache, et c'est la raison pour laquelle nous avions notamment déclaré une variable fichier. C'est elle qui va instancier la classe par le biais, là encore, d'une fonction fort précieuse en VBA et que nous avons utilisée à maintes reprises, qui se nomme
createObject et qui permet tout simplement d'instancier des classes, des librairies externes selon l'argument qui lui est passé entre double cote et celui-ci précisément pour pouvoir piloter les fichiers et les dossiers se nomme scripting.FileSystemObject. Il s'agit bien sûr de reproduire le nom de cet argument sans commettre de faute d'orthographe et de syntaxe. Donc la fonction createObject, constatez que VBA très souple a corrigé la casse, je ne l'avais pas écrit en majuscule volontairement, car s'il me corrige la casse, c'est bon signe, cela signifie que je n'ai pas oublié de l'être dans la désignation de cette fonction. Et comme je vous le disais, donc, l'argument que nous lui passons est scripting file system object, qui va permettre tout simplement d'instancier la classe pour piloter les fichiers et les dossiers. Dès lors, et pour preuve, donc, eh bien, nous allons, grâce à notre variable que nous avions nommée le dossier, vous voyez que petit à petit nous sommes en train de les utiliser. L'erreur, comme d'habitude, qui survient vient du fait que j'ai cliqué ailleurs alors que VBA estime que je n'ai pas terminé mon instruction pour la ligne en cours. Eh bien, comme vous le constatez, désormais, nous allons pouvoir exploiter la méthode de cette classe instanciée par le biais de l'objet fichier qui les propose fichier.getFolder, comme son nom l'indique, qui permet tout simplement de réceptionner un dossier dont nous allons lui passer le chemin d'accès en paramètre de la méthode getFolder. Donc, et ce chemin d'accès complet est mémorisé dans notre variable non-dossier. Donc, nous lui passons en paramètre. Suite à ça, nous allons instancier une dernière classe qui sera précieuse dans le flux de lecture, vous le verrez. Nous l'avions nommé, souvenez-vous, flux lecture, et comme je vous le disais, c'est une autre méthode d'accès aux fichiers externes afin de pouvoir récupérer leur contenu, tout en respectant l'encodage qu'il propose, en l'occurrence ici l'UTF-8, car ces fichiers ont été consolidés par un code serveur PHP, et l'encodage qui est proposé par défaut est bien le UTF-8. Et pour que nous n'ayons pas de surprise sur l'encodage des accents, nous allons devoir utiliser encore une fois, grâce à cette fameuse fonction VBA createObject, eh bien, une classe héritée fournissant les propriétés et méthodes nécessaires permettant de restituer ce contenu dans la bonne forme. Et l'argument que nous devons lui passer se nomme tout simplement ADODB. Il ne faut pas se tromper, bien entendu, encore une fois, .stream. Donc je vais le vérifier en même temps que je vous le commande. Donc ça, de toute façon, c'est bien l'aide en ligne de Microsoft lorsque vous pointez sur la fonction createObject qui fournit l'ensemble des arguments qui permettent justement d'instancier ces classes externes. Et comme je vous le disais, il s'agit donc de l'argument ADODB.stream. Et vous allez voir que le résultat est très satisfaisant et efficace. Suite à ça, eh bien, comme nous avons instancié la classe qui permet effectivement de pouvoir piloter les fichiers et les dossiers, nous allons initialiser, comme nous l'avions fait, et dans une formation VBA Access et dans une formation VBA Excel, une boucle qui va permettre de passer en revue l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier que nous désignons. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, eh bien, nous exploitons, toujours la même erreur, c'est logique, notre variable que nous avions nommée chaque fichier. Je vais même prendre le soin de la copier et de la coller pour ne pas risquer les différences de saisie. Souvenez-vous, dans une boucle for each, l'objet à gauche de l'instruction in et à droite de l'instruction in doivent être du même type. Et en l'occurrence, il s'agissait de variables non typées. C'est la raison pour laquelle elles seront typées à la volée. Désormais, dans notre variable le dossier, eh bien, nous avons, puisque nous avons instancié la classe, une propriété files qui permet, comme son nom l'indique, de retourner une collection. Quelle est cette collection? Il s'agit tout simplement de la collection de tous les fichiers contenus dans le sous-dossier qui est désigné par le chemin d'accès qui a été passé au moment de sa création, c'est-à-dire non-dossier. Nous n'oublions pas de borner notre boucle for each puisque, comme vous le savez, les instructions que nous allons coder à l'intérieur sont, on va dire, un peu plus conséquentes que les précédentes, et nous ne souhaitons pas, par oubli, générer ensuite des erreurs de code. Il s'agit de proposer, comme l'avait montré
la démonstration en préambule, ici, l'ensemble des mots-clés reconstitués. Ces mots-clés, en fait, ne sont ni plus ni moins, il s'agit du résultat final ici, que les noms des fichiers purgés de leurs extensions, mais aussi des petits tirets qui les séparent. Et c'est la raison pour laquelle, dans une des variables que nous avions déclarées à cet effet, que nous avions d'ailleurs nommée expression, nous allons traiter l'information du nom de fichier qui est réceptionné au fur et à mesure qu'ils sont parcourus par la boucle for each. Donc, dans notre variable expression, nous allons tout simplement remplacer l'ensemble des extensions txt et l'ensemble des tirets. C'est la raison pour laquelle nous exploitons une fonction que là aussi nous avons utilisée à de nombreuses reprises, qui se nomme replace et qui, pour une chaîne de caractères qui est passée en premier paramètre, en l'occurrence chaque fichier.name, désormais grâce à cette classe que nous avons instanciée, la propriété name est disponible pour l'objet chaque fichier, permettant de retourner le nom du fichier en cours de lecture par la boucle for each. Nous souhaitons remplacer, et c'est l'argument suivant, l'occurrence entre guillemets bien sûr, .txt, tout simplement par rien, donc une chaîne vide. Nous allons déjà valider pour nous assurer que notre construction dans notre syntaxe est correcte. Ici, nous avons bien notre variable chaque fichier que nous avons reproduite et nous avons appelé sa propriété name pour pointer sur le nom du fichier, la méthode replace qui demande dans le nom du fichier de remplacer l'extension .txt pour chacun de ces fichiers par rien. Ils ont tous l'extension .txt. Mais tant qu'à faire, nous pourrions réaliser une imbrication puisque nous souhaitons, comme je vous le disais, remplacer cette fois-ci les tirets par un espace. Donc nous imbriquons un replace dans un autre. Une fois que ici le deuxième replace a retourné le nom du fichier purgé de son extension, le premier replace, lui, va récupérer cette information, et donc nous passons dans le deuxième argument pour dire que nous recherchons cette fois-ci l'occurrence du tiret que nous souhaitons remplacer par un espace pour pouvoir présenter les mots-clés sous une forme convenable. Et pour ne pas prendre de risques, selon comment les informations ont été tapées par les internautes et restituées par le code serveur, purger les espaces potentiels qui pourraient se trouver en début ou en fin de chaîne. Et c'est la raison pour laquelle nous exploitons respectivement les fonctions ltrim et rtrim, L pour left et R pour right, et comme vous le comprenez donc, la première va tout simplement purger les espaces par la gauche, c'est-à-dire au début de la chaîne de caractères, tandis que la seconde va purger les espaces en partant de la droite, right, c'est-à-dire en partant de la fin de la chaîne de caractères. Une fois que nous avons déjà purgé ces informations, ce que nous souhaitons faire, c'est mémoriser les mots-clés utiles dans la mesure où ils n'ont pas déjà été mémorisés dans une variable que nous avons nommée mémoire. Donc nous allons l'exploiter tout de suite et nous allons tout de suite faire un test dessus. Cela peut paraître étonnant parce que pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas affecté cette variable mémoire, mais elle va être affectée dans la boucle. Ça veut dire qu'à chaque passage, lorsque nous ferons ce test, il y aura lieu de valider son contenu, de le tester. Nous allons exploiter notre fameuse fonction instr, là aussi exploitée à grande échelle lors des formations précédentes, sur cette variable mémoire vide au premier passage, pour savoir si elle contient déjà ou non le terme qui est mémorisé dans la variable expression, qui a purgé les mots-clés de recherche pour le fichier en cours de lecture, car l'objectif sera, à chaque passage, s'il n'a pas déjà été traité, de l'ajouter à la suite, de le concaténer dans la variable mémoire pour justement, comme je vous le disais, en préambule de cette formation, restituer ces deux fichiers externes qui vont concaténer ces mots-clés afin de les proposer à la saisie semi-automatique pour le code VBA. La fonction instr, lorsqu'elle ne trouve pas l'occurrence qui est demandée dans l'expression de recherche, renvoie tout simplement le chiffre 0, la position 0. C'est un indicateur qui permet de dire que ce n'est pas trouvé. Si nous ne l'avons pas déjà traité, à ce moment-là, nous allons tout simplement commencer le traitement en débutant par notre variable le fichier que nous allons
tout simplement dans laquelle nous allons reconstituer le chemin d'accès complet jusqu'au nom du fichier en cours, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir accéder à son contenu. Et donc, pour ce faire, alors une erreur va encore être générée, souvenez-vous, le nom, le chemin d'accès au dossier est déjà compris dans la variable nom dossier, mais que nous devons cette fois-ci concaténer au nom du fichier qui est en cours de lecture. Nous n'avons pas besoin de rajouter le deuxième anti-slash puisqu'il est déjà présent. Et ce nom de fichier, il est tout simplement, comme nous l'avons fait tout à l'heure, eh bien, inscrit dans notre objet chaque fichier, grâce à sa propriété name, nous accédons bien au nom de ce fichier. Maintenant que nous avons mémorisé pour ce passage dans la boucle le chemin d'accès complet au fichier que nous souhaitons traiter, eh bien nous pourrons le désigner en temps utile pour accéder à son contenu, grâce, souvenez-vous, notamment à cette instantiation de classe qui va permettre de respecter l'encodage. Eh bien, justement, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous venons d'affecter notre variable contenu à vide parce que nous sommes dans une boucle et que nous sommes susceptibles d'avoir déjà traité un fichier dans le passage précédent, et donc nous allons commencer par purger son contenu pour pouvoir le recharger. Et grâce désormais donc à notre variable objet flux lecture qui a instancié la classe permettant d'accéder à ces fichiers externes pour récupérer leur contenu, nous avons une propriété qui se nomme charset et qui va permettre explicitement de définir l'encodage qui est utilisé par ce fichier et donc qu'il faut respecter pour la lecture UTF-8 grâce à la propriété charset. Et dans la foulée, donc, grâce à cette variable flux lecture, nous allons ensuite accéder au contenu grâce à la méthode désormais qu'elle propose, open. Ça veut dire que là, nous ouvrons l'accès en mémoire. L'accès en mémoire étant ouvert, libéré, et bien dans la foulée, nous pouvons exploiter sa méthode load from file. Attention à la casse de ces méthodes, qui est importante, car comme il s'agit de classes externes instanciées, il n'est pas dit que VBA, justement, vous corrige à la volée. Load from file, ça veut dire charger à partir de quel fichier? Bien, désormais, nous le savons, puisque précédemment, nous avons mémorisé le chemin d'accès complet à ce fichier dans la variable le fichier. Et donc, cela signifie qu'à ce stade, puisque nous avons bien désigné le fichier et qu'il est ouvert en mémoire, eh bien cela signifie que nous pouvons récupérer ce contenu, et ce contenu doit être chargé pour étude dans la variable contenu, grâce toujours, bien sûr, à notre objet flux lecture qui propose encore une méthode qui se nomme readText, très souple, très efficace à elle toute seule, qui va permettre de récupérer et de charger le contenu intégral du fichier. Suite à quoi, puisque désormais nous l'avons chargé en mémoire plus précisément dans la variable contenu, nous n'allons pas omettre, puisque je vous rappelle que nous allons tous les ouvrir, de fermer cet accès en mémoire grâce à la méthode close de notre variable flux lecture. Nous pouvons donc étudier son contenu, et le principe, justement, comme je vous le disais, permet de récupérer cette information seulement si elle est utile. Et vous allez voir que dans certains cas, c'est la raison pour laquelle je reviens dans ce sous-dossier cache, eh bien, il y a des mots-clés qui ont été tapés et qui ne proposent aucun résultat. Vous voyez que ici, par exemple, l'introduction de cette restitution commence par « nous n'avons pas trouvé de résultat exact ». Et si aucun résultat exact n'a été trouvé, ça veut dire que eh bien, d'autres liens par défaut ont été proposés. L'objectif en tout cas est de ne pas solliciter le serveur pour des mêmes demandes infructueuses. Il s'agit en tout cas d'un test qui va nous permettre eh bien, de comprendre que nous ne souhaitons pas récupérer les informations pour la saisie automatique à venir plus tard, puisque ces suggestions ne sont pas pertinentes. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours dans notre boucle for each et toujours dans notre instruction if qui consiste à vérifier si eh bien, nous avons déjà traité ou non l'enchaînement de ces mots-clés. Nous exploitons de nouveau notre fonction instr pour savoir si dans notre variable contenu, souvenez-vous, qui contient vraisemblablement l'ensemble des informations du fichier texte, il n'y aurait pas cette suite de séquences de mots-clés, nous n'avons pas trouvé de résultat.
Nous pouvons désormais faire cette comparaison grâce à notre objet flux lecture qui a permis de respecter l'encodage et de charger les accents non transformés. Donc la correspondance devrait se faire. Et en même temps, nous devons vérifier, car c'est symptomatique dans ces extractions, je vous le dis, puisque bon là en l'occurrence il faut le savoir si dans cette variable contenu, donc le contenu complet de notre fichier de type texte, il n'y aurait pas de temps à autre cette chaîne de caractères logo slash qui justifie justement une recherche qui n'est pas fructueuse. Ok, il faut donc bien sûr que l'un et l'autre, en tout cas les résultats de la correspondance cherché par la fonction instr renvoie la valeur 0, justifiant que l'un et l'autre n'ont pas été trouvés. S'ils n'ont pas été trouvés, vraisemblablement les contenus des deux fichiers texte, donc des mots-clés, sont pertinents, auquel cas nous devons les traiter pour pouvoir commencer à les restituer sur la feuille. Donc je vous rappelle que dans ce test, après avoir accédé au contenu de notre fichier de type texte, dans un premier temps, grâce à la fonction instr, nous testons si il n'y a pas cette suite de séquences de mots-clés très symptomatiques égale 0, et qu'en même temps il n'y a pas ce mot-clé logo suivi du slash, auquel cas nous pouvons donc traiter les informations. Eh bien, effectivement, si ce test est fructueux, cela signifie que dans notre variable mémoire que nous avions déclarée dans notre partie déclarative, nous allons pouvoir commencer et poursuivre à chaque passage la concaténation de ces mots-clés pour construire au final ces fichiers externes qui permettront cette restitution bonne et due forme pour le code VBA et aussi le code des pages web clientes permettant cette saisie semi-automatique. Nous prenons l'ancien contenu, c'est-à-dire les potentiels précédents mots-clés concaténés, que nous concaténons eux-mêmes pour les séparer d'un caractère remarquable, c'est-à-dire une barre verticale, à l'expression directement dans notre variable mémoire, expression, je vous rappelle, qui est tout simplement l'enchaînement de ces mots-clés purgés de l'extension, mais aussi du tiret et des potentiels espaces en début et en fin de chaîne. Et donc, nous pouvons commencer par réaliser au moins la restitution sur la feuille à partir de la ligne en cours qui est reconnue par la variable ligne et la colonne 2 en ce qui concerne les mots-clés. Point value, comme toujours, pour accéder à son contenu que nous affectons à l'expression, car souvenez-vous, dans la colonne B, nous souhaitons tout simplement afficher les mots-clés pertinents qui sont récoltés, reconstitués pour plus tard produire cette saisie semi-automatique. Nous souhaitons ensuite, dans la colonne d'à côté, il s'agit la colonne 3, soit la colonne C, indice 3, donc point value, pour pouvoir accéder à son contenu et l'affecter, afficher la taille du fichier. Il y a une fonction VBA Excel qui se nomme FileLen et qui permet, comme son nom l'indique, de retourner la longueur en octets d'un fichier qui lui est désigné en paramètres. Et ça tombe bien, dans la variable le fichier, souvenez-vous, nous avions concaténé le chemin d'accès complet au fichier en cours de lecture. Et donc, à ce stade, nous retournons la valeur complète en octets, sauf qu'en octets, c'est pas très lisible, nous la souhaitons en kilo-octets. Et vous savez qu'un kilo-octet vaut 1024 octets. Donc nous divisons ce résultat par 1024. Mais fort logiquement, donc, nous allons obtenir des nombres décimaux avec un très grand nombre de décimales précisément. C'est la raison pour laquelle nous imbriquons ce résultat dans la fonction VBA que nous avons déjà utilisée round, qui, comme son nom l'indique, permet d'arrondir le résultat qui lui est passé en premier paramètre, calculé par la fonction FileLen, à un nombre de décimales à définir en deuxième paramètre, par exemple une seule décimale, pour avoir une taille en octets qui soit facilement exploitable. Il s'agit enfin de pouvoir produire le résultat de la dernière colonne, celle qui va nous permettre d'indiquer par anticipation le nombre de résultats proposés par
le fichier cache pour la recherche. Et en réalité, il y a une petite astuce que nous pouvons ici exploiter. À chaque fois qu'il y a une image, il s'agit de l'image de la formation qui est désignée par le titre qui la précède. Et donc à chaque fois qu'il y a une image, ça veut dire qu'il y a un résultat supplémentaire. Nous devons donc compter le nombre de fois que la balise IMG est présente dans ce fichier qui est mémorisé dans la variable contenu. Et pour ça, astuce très simple, nous allons déclarer à la volée précisément dans notre instruction if et donc dans notre boucle for each, une variable de type tableau, chaîne tab, donc avec les deux parenthèses. Pourquoi précisément ici? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque passage, elle sera réinitialisée et donc redimensionnée pour qu'elle soit bornée au plus juste du nombre de résultats que nous allons la trouver. Et souvenez-vous, comme nous le faisons d'ailleurs souvent en JavaScript, nous allons pouvoir affecter chacune des rangées de ce tableau de variables qui va se dimensionner à la volée grâce à la fonction VBA split qui permet de découper une chaîne de caractères, en l'occurrence contenu, le contenu intégral du fichier, en fonction d'une occurrence que nous lui passons en deuxième paramètre, et comme je vous le disais, cette occurrence reconnaissable, c'est cette balise IMG à chaque fois qu'il y a une image, cela signifie qu'il y a un résultat. Et donc, il y aura autant de rangées dans ce tableau qu'il y a de résultats proposés par les mots-clés de ce fichier cache. C'est la raison pour laquelle il nous suffit tout simplement pour restituer ce résultat en colonne 4, c'est-à-dire en colonne D, propriété value pour accéder à son contenu que nous affectons, compter le nombre d'éléments contenus dans ce tableau, uBound pour upperBound, c'est-à-dire la borne supérieure de ce tableau, dans la variable chaîne tab que nous désignons par son nom dans le paramètre de la fonction uBound, et surtout, nous n'oublions pas, puisque le traitement a été un succès, d'incrémenter notre variable ligne. Souvenez-vous, c'est celle que nous utilisons pour pouvoir, ensuite, inscrire à la suite les informations que nous récoltons ainsi. Qu'en est-il dans un premier temps si nous effectuons une petite compilation pour nous assurer que nous n'avons pas de soucis à ce stade? Alors je vois qu'il y a une petite erreur qui est générée. Bon écoutez, c'est pas très grave. On va recommencer. On va redémarrer notre fichier VBA Excel. J'ai dû bien l'enregistrer, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, ça arrive parfois. Et vous voyez que nous sommes bien de retour sur notre code VBA, moyennant certaines turpitudes en effet. Donc nous retournons dans notre code VBA Excel, et plus précisément dans notre module dans lequel nous avons à ce stade écrit notre code, et je m'aperçois, comme vous le remarquez, que j'ai perdu ici à cause de ce petit souci à l'enregistrement. Alors pour éviter de devoir tout refaire, voyez-vous, je propose tout simplement, puisque l'autre classeur finalisé est déjà présent, de récupérer son code et de restituer la partie manquante dans notre if, qui consistait à tester. Alors je vois que je suis ici dans le mémoire, donc c'est bien cette partie-là que je dois restituer, et tant qu'à faire, on va pas prendre de risque, je vais tout restituer ainsi, de manière à nous assurer que nous pouvons poursuivre là où nous en étions. Alors assez étonnant effectivement que Excel est planté. Alors fort logiquement, vous constatez ici que j'ai une petite erreur qui survient à cause vraisemblablement d'un if, puisque nous avons fait un copier-coller, désolé pour cette mésaventure qui est survenue malheureusement à l'enregistrement, d'un if qui n'est pas borné, donc je prends soin de tout de suite le borner, et ça devrait aller mieux. Alors vous voyez, tout à l'heure j'ai fait le débogage sans avoir pris soin d'enregistrer au préalable. Constatez que cette fois-ci, nous avons fait la compilation et tout fonctionne bien, si bien que nous pouvons revenir cette fois-ci sur notre fichier de version actuelle. Donc, je m'aperçois ici qu'il s'agit du code réparé. Alors, je vais m'assurer que je suis dans le bon. Vous savez qu'avec l'explorateur que nous avons, l'explorateur de projet sur la gauche de notre éditeur, nous savons précisément dans quel classeur nous sommes en train de coder. Il n'y a pas de souci, c'est bien celui de départ. Donc, nous allons pouvoir le tester par rapport à celui qui est censé être téléchargé directement depuis
le site bombage.fr et constater que tout à l'heure, et vous voyez que la construction se fait en instantané, nous arrivons, grâce à ce code, à reconstituer l'ensemble des informations dans notre variable expression. En effet, eh bien, nous avons purgé le nom du fichier de son extension, de ses tirés, remplacé par des espaces, constater que à la volée, eh bien, nous sommes bien en mesure de recomposer la taille en kilos grâce à la fonction fileLength de chacun des fichiers qui sont en cours de consultation dans la boucle for each, et grâce à cette astuce qui est fort intéressante à retenir donc, que nous avons utilisé à la toute fin, un tableau de variables que nous avons rempli en décomposant grâce à la fonction split chacune des informations sur le caractère, ou plutôt les caractères remarquables, cette balise IMG. À chaque fois qu'il y en a une, il y a un résultat. Nous comptons grâce à la fonction uboon et dans la colonne 4 pour la ligne en cours. Donc, nous restituons le nombre de résultats, ce qui peut être un renseignement précieux au cours de la saisie intuitive pour pouvoir indiquer à l'internaute, à l'utilisateur, si sa requête est pertinente, si elle vaut le coup d'être consultée. Ici, le petit résultat statistique qui est proposé, c'est tout simplement une fonction qui avait été prédisposée, nbval, qui sur la colonne B compte tout simplement le nombre de cellules non vides, moins 2, pourquoi? Parce qu'il y a 2 cellules de titre, afin de pouvoir compter le nombre de résultats extraits. Vous voyez qu'il y en a 125, et si nous allons dans notre sous-dossier cache, il y a fort à parier que nous en avons plus, 899, ce qui signifie que beaucoup ont été exclus grâce à nos différents traitements dans notre code VBA de la pertinence des recherches. Je vous rappelle que dans les tests, nous cherchions à savoir s'ils n'avaient pas déjà été traités et si nous n'avions pas ces occurrences remarquables qui consistaient à montrer qu'il s'agissait de restitution mais qui ne proposaient aucun résultat. Suite à ça, donc, nous devons bien sûr, comme je vous le disais, puisque nous avons tout concaténé dans la variable mémoire, lorsque les résultats étaient pertinents, nous reprenons donc notre code pour notre classeur en cours, et nous avons bientôt fini. Nous devons donc créer ces 2 petits fichiers externes dans lesquels nous allons écrire, avec des instructions que nous connaissons bien, de manière à pouvoir ensuite proposer cette base au code futur qui les utiliseront pour produire cette saisie semi-automatique. Mais, dans un premier temps, je vous propose, pour coder proprement, donc, de commencer par vider nos variables objets, comme nous le faisons à chaque fois, en les réaffectant sur nothing, ainsi ils seront détruits, vidés de la mémoire, et nous devons faire cela pour 3 variables précisément. Il y a la variable flux lecture, il y a la variable objet le dossier, celle que nous avons initialisée par instanciation de la classe afin d'hériter des propriétés et méthodes nécessaires au pilotage des fichiers, et nous faisons la même chose avec notre variable fichier. Nous nous plaçons bien en dehors des bornes de la boucle, puisque une fois que la boucle est terminée, cela signifie que normalement, dans notre variable mémoire, nous devrions avoir la concaténation qui nous convient des mots-clés à mémoriser dans des fichiers externes pour les codes à venir. Et pour ça, souvenez-vous, nous utilisons l'instruction open qui permet d'ouvrir un fichier désigné par notamment le chemin d'accès dans un premier temps concaténé au nom du fichier lui-même, donc comme toujours, propriété path de notre objet DesWorkbook, nous désignons ainsi le chemin d'accès complet à notre dossier en cours, et nous souhaitons ensuite accéder à notre sous-dossier qui se nomme, je vous le rappelle, consolidation. Pour ne pas risquer d'erreur ou de différence, je vais le prélever. Et tiens, pour que la démonstration soit probante, nous allons même les supprimer ici, puisqu'ils étaient déjà écrits, comme nous les avions copiés et collés. Et donc, nous souhaitons accéder, bien sûr, à partir du répertoire local dans le sous-dossier consolidation, et nous rajoutons un anti-slash puisque nous devons dans la foulée désigner le nom du fichier texte dans lequel nous allons écrire. Nous le nommons, comme il était écrit, même cherche.txt, il porte bien son nom, ça veut dire qu'il mémorise les mots-clés de recherche. Et nous y accédons
non pas pour la lecture, mais pour l'écriture. Et donc, nous utilisons l'instruction for output, souvenez-vous, as-1, c'est-à-dire que nous lui attribuons un numéro d'allocation mémoire, et c'est ce numéro qui va nous permettre de pointer précisément dans la mémoire à l'endroit où est stocké ce fichier texte pour pouvoir y écrire. Nous n'oublions pas de borner tout de suite cette instruction, close -1. Nous n'utilisons donc plus notre objet flux lecture car il n'y a pas de souci d'encodage à ce stade. Nous sommes en train d'écrire directement depuis la machine et non depuis un code serveur. L'objectif, grâce à l'instruction print, je ne repasse pas en détail sur les explications car nous les avons exploitées elles aussi à maintes reprises. Nous pouvons donc écrire quoi? Ce que nous lui passons directement après la virgule, ce qui est mémorisé dans la variable mémoire qui a tout concaténé, -1 pour bien pointer sur l'adresse mémoire du fichier en cours, et nous faisons de même dans la foulée pour écrire le deuxième fichier que nous utiliserons pour nos développements web, un code client qui permettra lui aussi de proposer en effet une saisie intuitive semi-automatique, donc fort précieuse et fort efficace, dans un fichier que nous allons nommer avec une extension JS. Tiens d'ailleurs, je peux garder exactement le même nom et simplement changer son extension JS pour JavaScript. Il s'agit en revanche ici de pouvoir coder les bornes d'une fonction. Ça veut dire que nous n'allons pas nous contenter, si vous voulez, d'écrire la concaténation des variables. Alors, for output as-1, même numéro d'accès mémoire, c'est tout à fait possible, puisque précédemment, nous avons bien fermé cette allocation, et donc elle est redevenue libre. Et l'objectif dans ce fichier est de pouvoir inscrire certes cette concaténation, mais dans une fonction JavaScript directement exploitable. C'est la raison pour laquelle nous créons cette fonction en aveugle selon la syntaxe JavaScript, puisque comme vous le savez, je propose en même temps les fonctions pour le développement web client et bientôt web serveur, function, mots-clés, que nous allons concaténer grâce à la fonction chr à un retour chariot, donc que nous simulons ainsi, et que nous allons concaténer entre double cotes à une accolade, car nous ouvrons les bornes de notre fonction, que nous allons concaténer elle-même. Alors, pour ne pas m'embêter à chaque fois, je vais répliquer les instructions que nous avons positionnées juste avant pour pouvoir les placer juste après. Donc, après l'accolade, eh bien, tout simplement, nous allons effectivement de nouveau réaliser un retour chariot et une tabulation pour que le code de la fonction soit indenté, comme on dit, c'est-à-dire décalé. Donc cette fois-ci, la tabulation avec le chiffre 9, qui est le chiffre qui permet tout simplement de réaliser donc une simulation de tabulation dans le flux de l'écriture. Et ensuite, eh bien, il s'agit de pouvoir inscrire les informations concaténées dans une variable déclarée en JavaScript que nous nommons varchen, et comme il s'agit d'une variable de type texte, nous devons l'inscrire entre cotes, donc simple cote. Là, nous fermons la double cote de l'instruction que nous sommes en train d'écrire pour pouvoir concaténer à notre variable mémoire, celle qui justement eh bien, recèle l'ensemble de ces informations que nous reconcaténons à l'issue avec une simple cote pour fermer cette chaîne JavaScript textuelle, point virgule, car c'est ainsi dans la syntaxe JavaScript que nous n'oublions pas de reconcaténer encore une fois avec nos caractères permettant de passer à la ligne avec une tabulation, car une fonction en JavaScript permet de retourner l'information qu'elle traite grâce, comme vous le savez, ou comme nous l'avons appris ensemble en tout cas, au mot-clé return suivi du nom de la variable, en l'occurrence, qui est ainsi traité. Et puis, il s'agit de terminer cette fonction JavaScript encore grâce à notre fonction chr, donc pour un dernier retour chariot, puisque comme pour les instructions VBA, une fonction JavaScript doit être bornée. Nous fermons donc l'accolade que nous avions ouverte directement entre double cotes, comme toujours, et à ce stade, donc, nous sommes censés avoir terminé notre instruction qui permet d'écrire le code complet de notre fichier JavaScript externe. C'est ce que je vous propose désormais
de tester. Nous allons finalement vider notre variable mémoire à la toute fin, puisque nous avons fini par l'écrire dans les fichiers externes. Nous allons compiler notre projet pour nous assurer que tout va bien. Fort heureusement, cette fois-ci, ça ne plante pas. Nous retournons sur notre feuille afin de réaliser une nouvelle simulation en cliquant sur le bouton récolter. Nous constatons bien que dans un premier temps, l'ensemble des informations est purgé, que l'ensemble des informations est ensuite récolté, découpé et consolidé selon des tests. Nous avons bien le résultat final qui est ici, et remarquez la présence, et c'est parfait, nous les avions supprimés, de nos deux fichiers externes qui permettent en dur cette fois-ci de garder la trace de tous ces mots-clés qu'il s'agira, par le code VBA et les codes clients ensuite, de pouvoir proposer en saisie semi-automatique. Voici le code par exemple du fichier JavaScript que nous avons reconstitué. Remarquez que nous avons effectivement écrit le CHR9 ici pour la tabulation, le CHR13 pour le retour chariot, l'ensemble de ces mots-clés, séparés donc, c'est la variable mémoire qui nous l'imposait, de ce caractère remarquable. Vous voyez qu'ils sont quand même assez nombreux ces mots-clés, que notre variable de chaîne de caractères est bien bouclée à l'issue, point virgule, et que la fonction retournera bien l'information qui lui est demandée. Voilà donc pour cette formation, premier volet de ce chapitre qui consiste à récolter et découper les informations de fichiers externes, base de connaissances, pour au final, je vous le rappelle, ensuite exploiter ce travail en amont afin de proposer cette saisie semi-automatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.